Bonjour à tous, bonsoir. Selon le lieu où vous nous regardez, c'est un bonheur de vous retrouver encore sur cet incubateur de solidarité. Vous savez très bien, sur notre plateforme, nous avons vocation à accueillir tout le monde. Tous ceux qui ont quelque chose à nous apporter dans différents domaines, différentes disciplines. Toutes les connaissances nous intéressent, toutes les compétences nous intéressent. Celui du balayeur de rue jusqu'à l'expertise, je ne sais pas moi, de l'agrégé ou de qui, voilà, dans tous les domaines, ça nous intéresse. Et ce qui est magnifique, c'est justement de voir des personnes qui peuvent venir nous expliquer la physique nucléaire par des mots simples. Parce que si nous avons une science que nous ne pouvons pas faire comprendre aux autres, pour moi, elle ne résonne que pour nous-mêmes. Et cette plateforme, vous le savez maintenant, nous rencontrons de plus en plus de gens généreux qui veulent venir justement nous consacrer quelques minutes pour nous partager ce qu'ils savent. Je suis avec Xavier Garnier, c'est un professeur de littérature africaine et ça, rien que d'entendre ce mot, cette littérature africaine, ça me fait chaud au cœur, ça me fait tellement plaisir. Il est professeur de littérature africaine à la Sorbonne et aujourd'hui, il va nous poser probablement la question et de savoir si nous aussi, si nous connaissons la littérature africaine. Bienvenue Xavier. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis très content d'être là et de parler un petit peu à la fois de mon métier et de ma passion. J'ai cette chance d'avoir un métier qui me passionne. Et oui, sur la littérature africaine, euh, peut-être je peux commencer par dire comment je l'ai rencontré parce que c'était pas évident. J'étais un étudiant en littérature quand j'avais 20 ans. Et Oui, puis je m'intéressais donc à la littérature française, enfin on m'enseignait plutôt littérature française, littérature européenne un petit peu. Et puis il se trouve qu'à l'époque, c'était dans les années 80, il y avait encore le service militaire en France et il y avait la possibilité de partir en service civil. Et donc je me suis retrouvé au Kenya. Donc j'avais 22 ans, pendant 2 ans, je suis resté là-bas. Et comme oui. j'étais passionné de littérature, et ben je me suis dit, est-ce que je pourrais trouver des choses à lire sur le Kenya d'abord, puis plus généralement sur l'Afrique. Et alors que depuis la France, comme tout le monde un peu, si on m'avait parlé de littérature à propos de l'Afrique, je pensais aux contes, à la tradition orale. Mais moi, je travaillais surtout sur les littératures écrites. Et donc, au Kenya, je suis allé dans les librairies et en fait, j'ai trouvé énormément de choses. C'est peut-être plus vrai. Peut-être que si j'avais été dans un pays francophone, j'aurais peut-être trouvé moins. Mais il se trouve que ça, c'est plus dont on pourra parler. Il se trouve que dans les pays des colonies anglaises, il y a vraiment eu un énorme effort sur les littératures écrites, que ce soit en anglais et aussi dans les langues africaines. Donc, en fait, j'ai trouvé plein de choses à lire. Et j'ai passé 2 ans, en fait, à me faire une sorte de bagage de culture générale en littérature africaine, en roman, en théâtre, en poésie. J'achetais tout ce que je pouvais trouver. Et donc, j'ai découvert que c'était vraiment un domaine extrêmement riche. Et puis qui m'a très très vite intéressé parce que je m'intéressais à l'Afrique, parce que je voyais un petit peu, pendant 2 ans, je me suis beaucoup attaché au Kenya et à ce continent, mais surtout au Kenya, parce que c'est là que j'étais. Et mais aussi, j'espérais, en lisant tous ces textes que je découvrais, j'espérais mieux comprendre ce que je vivais, ce que j'étais en train de découvrir et en train de vivre. Et effectivement, ça a eu ce rôle-là. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, c'est pas simplement une évasion, comme on dit souvent. C'est vrai que c'est aussi ça. C'est aussi une façon de passer du temps et de passer des longs dimanches pluvieux quand on est à Paris. Mais c'est aussi une façon d'essayer de comprendre un petit peu ce qui nous arrive, ce qu'on vit, et d'avoir un peu des repères, surtout quand on est un peu désorienté. Or, moi, me retrouvant là-bas, loin de ma famille, loin des lieux où j'avais grandi, j'étais un peu désorienté. Et donc, c'est les premiers contacts avec tous ces ouvrages-là. Et puis après, comme je suis devenu, voilà, j'ai fait une thèse sur la littérature africaine. Je suis devenu une sorte, ce qu'on appelle un peu un spécialiste, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une littérature qui était
extrêmement passionnante et qui avait beaucoup à apporter au monde. Ce que je pense que c'est pas encore le message n'est pas encore complètement passé. Je trouve que les écrivains sont pas encore assez lus, même s'il y a quelques grandes figures maintenant. Il y a quand même quelques grandes figures qui se sont, là je parle pour la France, enfin des auteurs qui se sont fait connaître et qui font des best-sellers. Mais il y a encore beaucoup d'invisibles qui méritent vraiment d'être étudiés, d'être présentés, qu'on montre leur importance, quoi. Donc vraiment, c'est le hasard, c'est comme ça souvent dans la vie. Hein, les Ouais. occasions font qu'on s'engage dans des choses sans trop savoir pourquoi on s'y engage, et puis après, avec le recul, on se dit mais c'est formidable en fait ce qui m'est arrivé parce que c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Bon, probablement, j'aurais pu être envoyé ailleurs pour faire ce service militaire ou ce service civil. Mais il se trouve Ouais. que je suis arrivé au Kenya et pour moi, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. En tout cas, Xavier, c'est la première d'une série d'émissions que je me ferai vraiment un plaisir particulier d'écouter, voilà, de profiter de ce que vous pourriez nous apporter. Parce que je vais quand même, ah bon, on va y revenir. Je salue tous nos amis qui sont en ligne et je les prie d'ailleurs d'inviter d'autres personnes parce que c'est intéressant de voir que c'est quand même un blanc français qui vient nous parler de la littérature africaine, nous inciter parce que nous sommes les premiers à négliger. Je dis que la plupart des Africains n'accordent pas. Justement, si nous parlons de littérature africaine aux uns aux autres, aux Africains que nous sommes, que je suis, nous avons effectivement tendance à répéter les représentations que nous entendons, véhiculées même par l'école. Et découvrir cela à travers le regard d'un professeur, en tout cas à travers le regard d'un jeune, parce qu'il avait 22 ans, comme il vient de nous le dire, quand il a embrassé cette littérature, il y a quelque chose que vous avez dit, la littérature nous renseigne sur nous. Il est important de savoir ce que nous voulons être, ce que nous sommes, et on ne peut pas se défaire de la possibilité de ce véhicule qu'est la littérature. C'est un peu ce que nous allons voir pour comprendre aussi ce que ça doit nous apporter dans notre monde contemporain, en fait, dans l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que si on, comme Senghor disait, si nous voulons aller à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ça suppose qu'on vient avec quelque chose. Mais sait-on d'abord ce que nous avons? Et le malheur de l'Afrique, Xavier, on va en parler, c'est que nous-mêmes, Africains, nous ne maîtrisons pas nos richesses, nous ne maîtrisons pas nos potentialités. Nous avons un regard très inflationniste sur ce que nous sommes. Nous allons en parler dans une minute tout simplement. Et je voudrais quand même saluer tous nos amis qui sont en ligne. Salomé Ntiaptiet, bonjour. Ravi de te retrouver. Augustine Laco, Michou Megaele, et Suzanne Rose et tous les autres qui nous allons nous regarder quand nous ne serons pas là. Dites-vous que c'est vraiment un bonheur de partager ce moment avec vous. Faites-vous la douleur, faites-vous le sacrifice de consacrer une petite heure avec nous pour réfléchir sur la littérature africaine, surtout comprendre quel impact cette connaissance, cette science peut apporter, cette expérience même, tout simplement, pourrait apporter dans votre vie, dans notre vie, dans la construction justement d'un imaginaire ou du moins dans la prospective, parce que très souvent, on néglige un petit peu aussi le rôle de la littérature. Avec Xavier, nous allons essayer d'explorer et comprendre, grâce à vos questions, bien évidemment, vous aussi, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous savez très bien que nous ne fonctionnons qu'aux questions. Nous sommes ravis quand vous en posez, quand vous donnez également votre point de vue. Bienvenue aussi à Marie-Désirée Wanzi, Makokwa et tous les autres. Donc, revenons donc à cette nécessité. Comment la plupart des gens qui m'écoutent là, je pense ne pas me tromper, Xavier, quand on leur parle de littérature africaine, ils ne savent justement pas, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, ils pensent qu'il s'agit des contes. Est-ce que ce n'est pas un regard colonisateur? Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté ethnocentriste de concentrer, de donner l'impression que ce que les autres savent faire est dérisoire et accessoire et presque enfantin et surtout plutôt de l'amusement
plus que d'une œuvre qui construit une communauté, qui construit une façon, un rapport à la vie, une Ben c'est philosophie. très bien, c'est formidable comme première comme entrée pour la discussion, parce que c'est vrai que ça reste un petit peu encore dans l'imaginaire, cette idée que en Afrique, la littérature, elle passe par les contes. Et c'est pas faux, les contes sont là, c'est indéniable, et ça jouait un rôle important. Mais il est vrai qu'à l'époque coloniale, les colonisateurs, au moment où ils se sont installés en Afrique, et alors que ce soit la colonisation française ou la colonisation anglaise, c'est pareil, on pourrait remonter à ceux qui ont presque précédé la colonisateur, c'est les missionnaires, ils se sont exclusivement intéressés aux contes. Au 19e siècle, on faisait des éditions de contes qu'on traduisait en français, qui avaient beaucoup de succès en France. Et on a construit comme ça vraiment une image de l'Afrique à partir des contes. Et comme vous le disiez très bien, ça allait très bien avec une espèce de condescendance coloniale qui considérait que les Africains étaient du côté de l'enfance, enfin voilà, en tant que colonisés, du côté de l'enfance, d'une sorte d'immaturité qu'on regardait avec bienveillance, même avec émerveillement, parce ça avait du succès, c'était très populaire en France, hein, ces traductions de contes. Mais vous l'avez très bien dit, enfin, c'était l'idée que la créativité était cantonnée dans un genre un peu enfantin, et ça a été finalement au cours des décennies, enfin progressivement, la présence même de gouverneurs, de colonisateurs présents sur le continent, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que les contes, et ne serait-ce que dans la littérature orale, au fur et à mesure, à partir des années 1930, 1940, on a commencé à recueillir autre chose que des contes, des grandes épopées qu'on a éditées, qui sont des milliers et des milliers de vers, enfin des œuvres, d'immenses œuvres. Un des auteurs qui est connu, qui s'appelle peut-être, son nom dit quelque chose à ceux qui sont là, à nous tous, c'est Amadou Hampâté-Bâ, qui était malien et c'est lui qui a dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Enfin, il a dit quelque chose, pas exactement ces mots-là, mais à la tribune de l'UNESCO, au moment où il faisait un discours pour que l'on mette au patrimoine de l'humanité la littérature orale. Donc, la littérature orale, c'est effectivement une part très importante des cultures africaines. Et ça, même si moi, je suis pas spécialiste de ça, je travaille sur les littératures écrites, mais il y a beaucoup de gens très, très intéressants et en Afrique, mais aussi en Europe, qui travaillent sur la littérature orale, qui ont fait des travaux très passionnants. Mais déjà, à partir du moment où on voit que l'épopée est aussi un genre, et puis beaucoup d'autres genres oraux, on a décloisonné, on a sorti l'Afrique de l'enfance d'une certaine façon, le genre épique et ces immenses œuvres qui ont donné qui ont été l'occasion de faire des très beaux livres. Hein, il y a une collection qui s'appelle Classiques africains, qui est une belle édition, une belle collection, hein, qui a édité comme ça des vedettes, des grandes épopées africaines avec une traduction en français, puisque c'est un éditeur français, mais dans le monde anglo-saxon aussi, on a beaucoup publié de grandes œuvres de l'oralité africaine. Donc ça, c'est un pan très important qui est sorti aussi du carcan colonial, en fait, à partir du moment où on s'est rendu compte que la littérature orale n'était pas que les contes. Et puis, il y a la partie de l'écriture sur laquelle moi je travaille, qui est d'une certaine façon très longtemps resté invisible, quoi, parce que à l'époque coloniale, on a incité alors ceux qui étaient à l'époque décolonisés déjà à écrire des textes. Mais c'était dans le cadre, alors c'était soumis à la censure, parce qu'il n'était pas question qu'on publie des textes, par exemple, anticoloniaux, qui étaient pour l'indépendance. Donc on publiait avant-guerre, hein, avant les années 40, des textes dans le cadre de la littérature coloniale, qui était bien vue par les bureaux de censure, et donc c'est une littérature qui était une littérature un peu sous contrôle. Et puis il y a eu, vous avez parlé de Senghor, enfin dans ce moment-là, donc c'est à partir des années, dans les années 30 ils se sont fait connaître dans les années 40, surtout l'après-guerre d'une certaine façon, le mouvement de la négritude. Et là, la littérature africaine écrite
émancipé de la tutelle coloniale a commencé à naître. Et d'une certaine façon, peut-être que là, j'imagine, mais peut-être que les gens qui sont avec nous en parleront, quand vous disiez que finalement, en Afrique, on s'intéresse plus trop aux textes écrits, c'est quelque chose parce que, alors j'imagine qu'il y a plein de raisons à ça. C'est que l'audiovisuel, les écrans, enfin comme dans le monde, puisqu'on pourrait dire qu'en France et en Europe, c'est un peu la même chose. Hein, les jeunes, on regrette quelquefois, mais bon, les écrans nous captent beaucoup, hein, et les séries, mais dans les années 50, 60, 70, toutes les années autour des indépendances, je pense qu'il y a vraiment une très grande importance historique de ces écrivains. C'était des auteurs très importants, enfin des gens comme Senghor, des gens comme Césaire, qui n'étaient pas africains, mais qui a eu un impact énorme sur le continent africain. Yongontra Damas, avec le mouvement Négritude, et qui a formé l'adolescent que je suis. Hein, mon rapport au monde est forcément et absolument intrinsèquement lié. En tout cas, c'est pour dire que il y a une ébullition littéraire qui a existé en Afrique, mais qui semble marquer le pas. Et bon, on plante encore le décor, hein, parce que je pense que à la fin, je m'aimerais savoir si une société africaine peut véritablement se projeter, se construire sans s'appuyer sur une littérature, parce que c'est un petit peu, nous délectons au savoir que les autres veulent bien nous inculquer de nous. Ce sont les autres qui nous racontent à nous-mêmes. Et c'est bien là le problème. Pour un professeur de littérature africaine, ça doit être quand même quelque chose qui détonne, non? Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, c'est bien quand on vous dit continuer à planter le décor, parce que je pense que au moment des indépendances, donc quand les États avec beaucoup d'enthousiasme, il y a eu ça a été des moments très forts ces années 60, même si très vite les problèmes sont apparus parce qu'il y a eu pour plein de raisons. Mais c'est très intéressant de voir que beaucoup des gens qui vont occuper, alors beaucoup vont partir aussi parce que au moment où ça tournera mal, mais ont occupé des postes importants. Et le fait, les écrivains, c'était une des voies d'accès à la notoriété. Il n'y avait pas, savoir manier. Beaucoup de chefs d'État, par exemple, avaient à cœur de dire, bon, Senghor, il était vraiment poète, il avait été reconnu avant. Mais sinon, beaucoup d'autres chefs d'État, quelquefois, ont tourné à des régimes dictatoriaux, mais pas toujours, pas seulement. Je pense à Nyerere, qui n'est pas devenu un dictateur, qui était un écrivain, qui traduisait Shakespeare en swahili, etc. Et puis, pratiquement tous, si on fait le tour un peu de tous les pères des indépendances, pratiquement tous maniaient la plume, pratiquement tous publiaient des choses, soit racontaient leur itinéraire politique sous forme d'autobiographie, mais d'autres, je pense à Kenyatta, le premier président du Kenya, qui était un anthropologue, qui avait fait un livre, un classique de la littérature africaine, qui s'est fait Face au Mont Kenya, hein, qui est un classique de l'anthropologie. Mais aussi des figures auxquelles on s'attendait moins, mais Sékou Touré, par exemple, aussi écrivait. Enfin, donc l'image de l'écrivain était très forte. L'image de l'écrivain était très prestigieuse, et ça, c'est vrai. Et ça concerne pas que l'Afrique, je pense. Je pense que c'est pareil dans le monde. Enfin, maintenant, un écrivain, bon, son image a pâli un petit peu. Alors, il reste le prix Nobel, il reste comme ça, ces grandes. Mais sinon, on attend moins de la littérature écrite pour nous aider à traverser les époques et voire même à changer le monde, puisque c'était un petit peu ça qu'il y avait derrière ce prestige de l'écrivain. On attendait de lui. Il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient aussi dans la politique et puis qui quittaient le pays à cause de leurs écrits. Quand des régimes politiques se durcissaient, on a beaucoup d'écrivains africains qui ont été partir. Et les plus grands, il y a un que je connais à peu près mieux que les autres, qui est Mongo Betty au Cameroun, par exemple, Alexandre Bidi. Donc, voilà. Je voulais justement savoir si ces années-là, les écrivains étaient moins subversifs, étant donné que si les chefs d'État étaient passionnés d'écriture et de littérature, voyaient le bienfait d'art dans la société, ça suppose que
peut-être que les écrivains étaient moins menacés ou les intellectuels étaient un petit peu moins menacés tel qu'on peut retrouver dans l'Afrique aujourd'hui, notamment l'Afrique francophone. Hein. Nous aurons peut-être l'occasion, nous y viendrons peut-être cette fois ou dans les prochaines émissions, pour montrer quelle différence il y a également, il y a bien effectivement entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, qui est liée, vous l'expliquez tout à l'heure, probablement à l'approche coloniale qui diverge aussi. Hein. Oui, oui, ça c'est aussi une très bonne remarque, quoi. Enfin, ça, il faut vraiment voir en fonction des pays. Les pays où ça a mal tourné, où les régimes sont devenus très autoritaires, où voire beaucoup sont partis. Beaucoup d'écrivains, les grands écrivains guinéens sont pratiquement tous partis au moment où le régime de Sékou Touré, qui pourtant lui, quand on regarde les discours de Sékou Touré au début, hein, il a vraiment un discours très sur la culture, sur la littérature, enfin il croit beaucoup. Mais bon, pour des raisons que les politologues expliqueront, c'est un régime qui s'est extrêmement durci. Et les grands écrivains guinéens, il y en a beaucoup. Il se trouve que la Guinée est un pays qui a fourni je pense à Tierno Monenembo, qui est un des plus importants écrivains du continent africain, est parti très tôt. Et donc, il y a, comme c'est un régime très dur qui a duré longtemps, il y a encore une jeune génération d'écrivains qui sont aussi partis pour des raisons politiques. Pour le Togo aussi, un petit pays comme ça où il y a eu beaucoup, aussi des écrivains que j'admire le plus. Je donne quelques noms comme ça pour donner envie, qui est Kossi Efoui, hein, qui est parti très jeune après. Beaucoup sont passés par la case prison avant de partir. Et puis si on regarde d'autres pays, alors le Sénégal, il y a très peu, enfin il y en a bien sûr des écrivains sénégalais qui ont quitté le Sénégal pour d'autres raisons, mais très peu qui sont partis pour des raisons politiques. Et il y a une littérature sénégalaise qui s'est écrite au Sénégal. Au Cameroun, Mongo Betty, il se trouve qu'il était en France, mais pour d'autres raisons que des raisons politiques, même s'il était... Après, il a beaucoup critiqué notamment la France-Afrique avec le Cameroun, et il n'a pas pu revenir. Mais il s'est pas exilé il n'a pas fait un séjour en prison avant de partir. Et il est revenu que bien plus tard. Il a eu des difficultés avec le régime. Par contre, voilà, il était considéré, effectivement, avec vu les liens de la France et du Cameroun et la colonie à l'époque, bien évidemment, il était vu comme un subversif, il était même un dangereux. Tout à fait. Oui, il pouvait même, je pense qu'il n'avait pas le droit de revenir pendant très longtemps. Il n'a pas eu le droit de revenir. Et c'est ça, quand il a pris sa retraite d'enseignant en France, il est revenu au Cameroun, donc à la fin, il a pu quand même revenir. Il a ouvert une librairie à Douala, il vendait des livres. Lui, il croyait vraiment aussi à la force c'est vraiment le type même de l'écrivain qui croyait à la force de la littérature pour changer le monde et puis les situations politiques. Et ça s'est passé avec beaucoup de difficultés, mais enfin, il a quand même réussi à revenir et à se réinstaller, même si ça n'a pas été simple, parce que oui, on dit que sa librairie, peut-être vous connaissez mieux, que sa librairie était surveillée par, il était quand même considéré comme subversif. Et après, voilà, donc il y a vraiment une histoire des écrivains qui est intéressant à suivre pour savoir quel rapport ils ont pu maintenir avec leur pays, avec leur lieu et toutes les difficultés, parce que il est vrai qu'écrire, si on veut vraiment écrire, on peut pas supporter d'être sous surveillance ou sous contrôle, quoi. Donc très souvent, effectivement, les hommes d'État s'appliquaient à écrire parce que ça faisait partie de la panoplie d'une élite sociale, en tout cas dans les années 60-70. Mais s'ils commençaient à écrire des choses qui déviaient de la ligne et ben à ce moment-là, ils étaient obligés de démissionner et de partir, quoi. Ce qui est arrivé. Il y a un cas très intéressant, c'est le Congo, parce qu'au Congo, il y avait vraiment d'abord un grand prestige des lettres. Là, je parle du Congo Brazzaville. Hein. D'accord. Et il y avait être lettré, l'écriture était vraiment dotée d'un prestige particulier. Et donc, il y avait alors, une grande figure, c'est Henri Lopez, qui est un écrivain important et qui était vraiment un ministre de la Culture pendant longtemps au Congo et qui protégeait des écrivains plus subversifs qui n'avaient pas la position sociale qu'il avait, la position politique qu'il avait. Et donc, quand ces écrivains étaient un peu trop critiques par rapport au régime, eh ben, étaient menacés, il les protégeait. Donc, il y avait une sorte, un groupe, dans ces années 80, 70, 80, il y avait un grand dynamisme de la littérature et ces écrivains étaient tous amis les uns avec les autres. Certains étaient bien placés dans le régime, d'autres étaient moins bien placés.
et ils s'appelaient eux-mêmes la fratrie, donc la fratrie congolaise. Et c'est assez intéressant de voir comment, notamment Henri Lopez, qui avait un poste important, et ben, a souvent protégé des écrivains comme Sylvain Bemba, qui était très critique, ou Sonny Laboutancy, qui est un des grands écrivains aussi africains, qui a beaucoup critiqué les dérives dictatoriales dans des romans extraordinaires et dans des textes extraordinaires, et qui a souvent été menacé, sinon d'emprisonnement, d'expulsion ou de censure, et qui a toujours été protégé grâce à ses amis écrivains un peu mieux placés que lui, quoi. Nous aurons beaucoup de choses à dire sur la littérature et la politique, sur cette Afrique des années 60 et puis sur sous la suite, hein, après les indépendances, comment est-ce que les intellectuels sont positionnés, quelle incidence sur l'Afrique aujourd'hui, sur l'Afrique contemporaine, comment pouvoir, je posais déjà la question tout à l'heure, se projeter dans un monde comme celui-ci sans littérature. D'ailleurs, ça nous ramène peut-être à cette vision peut-être étriquée qu'on attribue à la littérature africaine. Je salue, avant de partir une fois de plus sur cet acte-là, nos amis qui sont en ligne, Serge Banco-Nana, bien sûr, bien évidemment, Hortense Yanze, Caroline Kouemagam, Roland Benyela, mais oui, bien sûr, Aïssatou Sisford, qui est de passage, j'espère qu'il est toujours là. Et puis tous ceux qui ne vous connaissez pas, vous êtes sur un incubateur de solidarité, vous êtes dans un lieu où nous recevons toute forme de savoir pour nous soigner. Voilà, nous avons peut-être des médecins qui passent ici, nous prodiguer des consultations médicales gratuites, nous avons des psychiatres qui passent, comme la dernière fois, nous avons des ophtalmologues qui viennent et des nutritionnistes, nous avons toutes sortes de choses. Nous avons aussi des médecins des mots comme Xavier qui est avec nous de la littérature africaine parce que nous avons besoin de tout cela. En tout cas, c'est mon postulat. Je pense que nous avons surtout besoin, même face à des situations pandémiques comme celle du coronavirus, moi je pense que la fragilité qui nous caractérise est liée aussi à cette absence de soubassement qui peut simplement être lié à un déficit de connaissance, parce que j'en parlais l'autre jour avec Hervé, du fait qu'on oublie très vite que ce n'est pas de la nouveauté dans le monde. On a l'impression que chaque événement qui nous arrive est nouveau, tout simplement parce que peut-être nous ne lisons pas assez. En tout cas, avec nos amis, notamment africains qui vont nous écouter, je voudrais qu'on en profite pour comprendre combien il est important pour nous de prendre à cœur, ou sinon de former nos enfants, d'exercer nos enfants à cette littérature africaine, parce que il serait absolument difficile de trouver sa place dans un monde comme celui-ci, dans un monde en mutation, dans ce village planétaire, si on n'a pas aussi quelque chose à apporter, si on ne sait pas véritablement qui on est. Et pour savoir qui on est aujourd'hui, il me semble que c'est justement par la littérature africaine. Et Xavier est donc professeur de littérature africaine à la Sorbonne, pour ceux qui nous rejoignent. Et je vous parle pas simplement du professeur qui à la Sorbonne, mais avec lui, on a commencé cette incursion par le jeune homme qui, à 22 ans, se retrouve en service militaire au Kenya et qui découvre ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne le savons pas, bien qu'étant africains, qu'il existe véritablement une littérature, parce qu'il y avait aussi une volonté, nous disions nous tantôt, d'infantiliser la façon de faire. C'est de bonne guerre. Mais c'est aux Africains de se défendre, Xavier. J'ai dit que je ne vais pas me plaindre parce que les colons, parce que l'ethnocentrisme occidental a tendance à vouloir assujettir ou bien a tendance à vouloir… C'est comme ça la guerre, c'est-à-dire qu'il faut montrer à l'autre qu'il est inférieur. Sinon, sa domination, c'est un peu comme dans la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Hein. Sitôt qu'il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de maître. Donc, c'est à chacun de s'approprier, c'est à chacun de se questionner sur ce qu'il est. Et c'est donc cet enjeu de réappropriation, en fait. Je pense que même si on n'y vient pas aujourd'hui, on aura l'occasion dans une autre émission de parler essentiellement de la réappropriation qui est quelque chose qui tient à cœur aux personnes comme Mpateba et beaucoup d'autres. Hein. Et je voudrais qu'on réexplique, je voudrais que Xavier, vous reveniez donc nous parler, nous expliquer que non, la littérature africaine existe bel et bien au-delà des contes, et il existait même des manuscrits, je crois, au-delà même de cette… Parce que souvent, on nous réduit aussi à la tradition orale
comme si la tradition orale était absolument une catégorie moindre. C'est simplement que nous sommes dans un monde où la littérature écrite doit se confronter à d'autres. C'est pour ça que nous devons donner de l'importance dans nos sociétés africaines à cette version de la littérature, c'est-à-dire écrite. Mais ça ne veut pas dire que la littérature orale ne vaut rien. Et ça ne veut pas non plus dire que la littérature écrite ne préexistait pas avant l'arrivée des colons. Oui, ça c'est aussi très intéressant. Le rapport entre littérature orale et littérature écrite, c'est peut-être on peut dire un mot là-dessus parce que dans l'idéologie coloniale, au sud du Sahara, puisque au nord du Sahara c'est un petit peu différent puisqu'il y avait l'influence, donc la grande rivalité entre l'Europe et puis le monde musulman et l'Empire ottoman, etc. L'écriture était connue et on pouvait pas dire non. C'est des peuples, une histoire qui remonte à et donc c'était plutôt vu comme des rivaux. Mais du côté de décompresser le Sahara et au sud du Sahara, il semblait très important pour l'idéologie coloniale de dire voilà, là, ce sont des peuples sans écriture. Donc, il y avait tout un espèce d'imaginaire du primitif. Et donc, dire ces peuples de l'oralité, c'était effectivement associé à des peuples sans mémoire, qui n'étaient hors de l'histoire, etc. On rappelle un certain M. Sarkozy, on y reviendra peut-être un jour. Une autre émission consacrera peut-être à discuter de ce discours de M. Sarkozy. Oui, très symptomatique que ça travaille encore les imaginaires. Le discours de Sarkozy était assez intéressant. Pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions à ce discours. Et donc, la question de l'oralité, elle a été posée dans des mauvais termes de ce point de vue-là, du point de vue occidental. C'était pour dire oui, oralité parce que primitif, parce que des populations qui sont complètement en osmose avec leur milieu naturel, des êtres de la forêt, des êtres de la savane, etc. Et l'écriture, il n'était pas question que ce soit. Alors en fait, là vous l'avez bien dit, c'était nier le fait qu'elle était présente et qu'elle était présente depuis bien longtemps. Elle était présente déjà par les contacts avec le monde arabe, donc les caractères arabes. Il y a toute une littérature qui remonte au XIIe, XIIIe siècle. On connaît tous Tombouctou comme le haut lieu de la connaissance mondiale, donc au XIVe, ou avec des manuscrits qui sont innombrables et dont on n'a pas encore fait le tour, hein, qui ne sont pas encore complètement étudiés, donc beaucoup sont encore en possession des familles, mais aussi toute la côte de l'océan Indien. Donc il y a toute une littérature qu'on appelle souvent une littérature adjami, hein, qui est une littérature dans des langues africaines qui sont écrites avec des caractères arabes. Mais plus que ça encore, il y a aussi beaucoup d'endroits, maintenant qu'on a recensé, enfin il y a des ouvrages là-dessus, où il existait une littérature avec des caractères inventés. Il y a un cas connu qui a été étudié, c'est au Cameroun justement. Oui, et je connais très bien parce que je suis descendant de ce lieu. Ça, c'est chez les Bamoun, parce que les Bamoun, voilà, exactement. Et je suis un descendant du 8e roi des Bamoun, justement. J'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de drôle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes au Cameroun, avec justement cette méconnaissance de l'histoire, vous allez avoir, par exemple, des Bamoun qui pensent qu'ils ne sont pas des Bamileke. Moi, je suis Bamileke parce que je suis de Banganté, mais sauf que mon grand-père, le 8e roi de la dynastie de Bamoun, et je suis descendant, il considère qu'on n'est pas pareil, et pourtant, on vient du même lieu. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire, effectivement, oui, la littérature de Njoya, il s'agit de Njoya. Voilà, exactement, Njoya écrit. Et alors, voilà, parce que du coup, ça va changer beaucoup de choses sur la question de l'oralité. À partir du moment où on sait et on a compris que l'écrit est présent depuis bien longtemps sur le continent, on peut revenir à l'oralité et la revendiquer pour dire oui, on est des civilisations de l'oralité, mais de façon affirmative, parce que nous, on savait les dangers de l'écriture, ou les dangers, ou ceux vers quoi nous entraînerait l'écrit. Et l'oralité, c'est un choix.
Tout c'est comme ça. il y a eu des travaux sur en Amérique du Sud aussi sur les populations amazoniennes qui savaient très bien qu'il y avait des sociétés étatiques, qu'il y avait l'empire Inca et qui se retrouvaient dans la forêt pour en organisant leur façon de vivre sans l'autorité d'un État parce que c'était un choix d'une certaine façon. Très Euh, bien. et c'est comme ça que ça a été que on parlait de réappropriation que dans ces années, au cours du XXe siècle, à la fin de la colonisation, etc., que l'oralité, qui était quelque chose qu'on avait un peu assigné aux colonisés en disant vous, vous êtes des peuples de l'oralité, a été ressaisie, réappropriée par des intellectuels, par des acteurs locaux, en disant oui, nous sommes des peuples de l'oral, mais nous sommes des civilisations de l'oralité et pas simplement des cultures primitives. Et du coup, les écrivains eux-mêmes qui vont s'emparer de l'écriture, qui vont dire, moi, malgré tout, je suis un écrivain de l'écrit, vont se réclamer de l'oralité. C'est-à-dire que Ampateba a fait un énorme travail de ce point de vue-là, mais il n'était pas le seul, hein, de dire l'oralité est notre grandeur, est notre patrimoine, et ce qui fait que l'écriture est venue d'une certaine façon de la part des écrivains pour se légitimer plutôt que de se rattacher à la littérature française qui se présentait, qui a été présentée par les colons comme une grande littérature à la hauteur de laquelle les Africains ne pourraient jamais se situer, etc. Donc stratégiquement, d'une certaine façon aussi, même si ça c'est l'idéologie de dire la littérature française est inatteignable, vous vous rendez compte, les Molières, etc. Comme vous le D'ailleurs, disiez, une c'est une bonne guerre. parenthèse. Ne Et, perdez pas le fil de votre idée. On y viendra un jour, ouais. mais ce n'est pas le propos pour l'instant. Justement, ça fait partie des choses que personnellement je décris, je dénonce en tout cas. Vous allez voir dans les télévisions africaines, notamment chez les francophones, hein, le Cameroun en est un bon exemple, où l'intelligence est celui qui a une culture suprafine de la littérature française, qui peut vous citer les grands classiques de la littérature française, mais qui ne connaissent rien du tout à la littérature Ouais. africaine. Et ça, c'est quelque chose, nous y reviendrons une autre fois, mais je préfère qu'on continue sur la lancée de votre développement, Hervé. Voilà, non, c'est ça. Je parlais de ça juste pour dire que les écrivains africains très tôt ont dit, se sont mis dans le prolongement de l'oralité. Et ça a été une des grandes questions des littératures africaines qui en fait est revenue sous plusieurs formes et qui a toujours été passionnante. C'est que beaucoup d'écrivains, à commencer par Senghor. Hein. Senghor disait, moi, mon inspiration, c'est pas Saint John Perse, c'est ma grand-mère qui me contait. Donc mes maîtres sont dans les villages et sont des bardes ou des conteurs ou des griots, etc. Donc l'oralité a servi et a été revendiquée par l'Afrique comme une fierté et comme les fondements presque de leur être au monde et de leur civilisation. Et du coup, l'écriture est devenue une sorte de prolongement. Et il me semble que pour la littérature et pour un littéraire comme moi qui m'intéresse aux questions de théorie littéraire, c'est une des grandes richesses de la littérature africaine. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains ont inventé des formes littéraires qui s'emparent du roman, qui s'emparent de la poésie, où ils se sont dit il faut que je fasse passer quelque chose de l'intensité de l'oral, de la performance orale. Et donc, ce sont devenus des grands stylistes. Je pense à un des plus importants écrivains, c'est un Ivoirien qui est Amadou Kourouma, qui est reconnu par tout le monde comme un maître du style. Il avait vraiment ça, sa préoccupation, c'était ça. Hein, et il avait, bien sûr, il connaissait aussi, bien sûr, enfin, il se trouve qu'il connaissait aussi la littérature française. Le livre l'auteur de référence, alors politiquement, c'est pas un auteur très recommandable, mais par contre, en tant que styliste et qu'écrivain, c'est un des grands écrivains, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et Louis-Ferdinand Céline, c'est l'écrivain qui justement a voulu en France faire une écriture de l'oral, écrire l'oralité. Et là, il y a eu une rencontre entre Kourouma et Céline, même si idéologiquement ils étaient aux antipodes politiques, par rapport à ce travail du style. Et Kourouma, c'est vraiment celui qui disait j'écris en français, mais en fait c'est du malinqué qui est sous la langue française. Et puis c'est la parole du griot. Hein, il a fait des magnifiques ouvrages, notamment un ouvrage qui s'appelle Monnaie, ouvrage et défis, où il y a une figure de griot qui est formidable, quoi, et puis
voilà, pratiquement toute sa littérature est démarquée de l'oralité, hein, soit de l'oralité traditionnelle, celle des griots, soit l'oralité de la rue, hein, puisque quand on dit oralité, il y a deux façons de l'apprendre. Soit on prend l'oralité qui a été qui est la façon dont les gens parlent et c'est un peu celle à laquelle pensait Céline, lui. Et puis il y a l'oralité qui est l'oralité organisée en grand genre avec des professionnels de la parole orale, hein, que sont les griots ou que sont les bardes, que sont les grands chantres des grandes épopées. Et ces grands genres oraux ont beaucoup nourri la littérature écrite. Donc c'est une question qui est très passionnante, la question du rapport entre oralité et écriture dans la littérature africaine. Et donc, le renversement, c'est que l'oralité, qui était plutôt présentée comme quelque chose qui montrait que les Africains étaient mineurs, étaient peu développés, est devenu au contraire le grand socle culturel à la hauteur duquel devaient s'élever les textes écrits. C'était un objectif qu'avait et qui est une des choses qui a permis à la littérature africaine, à mon avis, de faire des percées importantes au niveau formel, dans l'histoire de la littérature. Cette histoire de la littérature qui peut-être nous permet de rappeler aux Africains que tout n'est qu'une question de point de vue. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui fait référence, c'est lié à une peut-être culture hégémonique et peut-être lié à un contexte. C'est-à-dire que ce qu'on considère chez vous comme étant accessoire, c'est peut-être ça qui est la référence. Il appartient aux Africains de n'être pas esclaves de ces représentations. Et c'est ça, la servitude volontaire qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. C'est un peu celle-là. C'est-à-dire que on s'autoflagelle par une forme de violence symbolique qui consiste, nous, à devenir encore pire que ceux qui voulaient nous maintenir dans une position de subalterne. En vous écoutant tantôt, j'ai pensé à une discussion dans un groupe, dans un forum WhatsApp, tout ça, avec des gens très, très différents, et pas plus tard qu'hier, et qui me faisait rire parce que, à un moment donné, l'un fait remarquer à l'autre qu'il a utilisé un style infantile, que c'était niais ce qu'il disait. À la limite, il disqualifiait son propos parce qu'il n'a pas utilisé un français élaboré, un français digne de Molière. Et pourtant, cette personne, j'avais repéré qu'il avait une intelligence. En fonction du contexte de la discussion, il a voulu utiliser un vocabulaire, des tournures de phrases qui étaient effectivement des traductions de sa pensée locale, de sa pensée tribale. Et voilà un petit peu comment l'Afrique est obligée de se retrouver non plus à se battre contre ces représentations ou bien ce complexe européen ou bien cette tendance hégémonique ou bien encore cet élan colonisateur de l'Occident, mais l'Afrique doit se battre avec elle-même, avec ses propres fils, qui sont ceux qui nous tirent finalement vers le bas, qui discréditent la qualité de ce que nous avons nous-mêmes. Oui, c'est très. Je pense en vous écoutant, alors c'est pas un francophone, mais c'est un auteur très important qui est à nouveau un Kenyan qui s'appelle Ngugi. Wationgo, il a un nom Kikuyu, et il a écrit. C'est un auteur très important qui a commencé à écrire en anglais et qui s'est fait connaître comme un des grands écrivains africains en anglais. Et tout d'un coup, il a eu des démêlés avec le régime politique. Il a fait un peu de prison et en sortant de prison, il a décidé de ne plus écrire que dans sa langue maternelle, qui est le Kikuyu. Et toute son œuvre, depuis, est écrite en Kikuyu. Et il a accompagné cet acte de textes très intéressants pour expliquer. Alors, il les a écrits en anglais, ces textes-là, pour expliquer ce que ça a changé pour lui, d'ailleurs, dans la façon dont il voyait le monde. Et puis, les titres de ces essais vont tout à fait dans le sens que vous dites. Alors, il y en a un, le plus connu, c'est Décoloniser l'esprit, hein, Decolonizing the Mind. Il est nécessaire de faire un travail sur soi quand on est dans cette situation de. Il y a aussi un auteur indien qui travaille sur la même question, qui est un peu un psychiatre et qui s'appelle Ashish Nandi, qui a écrit un livre avec un titre très évocateur qui s'appelle L'ennemi intérieur. Il dit finalement en situation de coloniale, lui il parle de l'Inde, on nous a mis en nous une sorte de complexe d'infériorité et qui est notre ennemi intérieur avec lequel on doit régler nos comptes, quoi, et on doit se battre. Et
Ngugi, donc, décoloniser l'esprit, et puis un autre recueil d'essais qui s'appelle Moving the Center, bouger le centre. C'est-à-dire mettre le centre, vous parliez de point de vue, trouver où est notre point de vue. Et lui, en écrivant, en décidant d'abandonner l'anglais et d'écrire dans sa langue, à lui, c'est pas pour faire d'une littérature locale ou qui ne s'adresserait qu'à lui, nombriliste, centrée sur lui. Il l'explique très très bien dans Décoloniser l'esprit, c'est pour enfin trouver un point de vue pour voir le monde entier. Et il explique dans son essai que tant qu'il écrivait en anglais, eh ben, il avait l'impression qu'il était obligé de parler de l'Afrique. Il était obligé de parler de l'Afrique parce qu'il était dans une langue qui n'était pas située là, et donc l'Afrique était un thème obligatoire. Du jour où il s'est mis à écrire en kikuyu, il a trouvé son centre de gravité, et tout d'un coup, le monde, dans sa totalité, lui est apparu, et ça lui a libéré complètement sa créativité aussi dans les thèmes. Et donc les histoires qu'il a écrit à partir de ce moment-là, et les romans, dont un roman qui est un vrai chef-d'œuvre, hein, qui n'est pas traduit en français, et qui s'appelle le sorcier au corbeau, Wizard of the Crow, qui est un roman au départ écrit en kikuyu, qui finalement n'est pas situé particulièrement en Afrique, hein, mais qui parle. On comprend que malgré tout, c'est un roman très politique qui met en scène à nouveau une figure de despote, hein, mais qui n'a plus besoin de se situer et de faire une image de l'Afrique. Vous parliez aussi en disant, voilà, trouver un point de vue, trouver un regard sur le monde et arriver à sortir de l'image dans laquelle on a été enfermé. Parce que les fantasmes impériaux du colonisateur ont fabriqué une image de ce que doit être un Africain, dans lequel finalement beaucoup de gens se sont trouvés enfermés. Et la littérature, c'est ça. Moi, et ça, je parle de la littérature en général. Je pense que c'est une des choses que doivent faire les écrivains ou les artistes en général. D'ailleurs, c'est de casser les images toutes faites. Hein, c'est de sortir des images toutes faites, éventuellement récupérer les stéréotypes, mais pour les faire travailler et pour les casser. Et dans la situation de post-colonial, on pourrait dire, où la colonisation s'est faite vraiment sur la construction d'une image de ceux qui ont été conquis. Et ben il y a un travail à faire sur soi, parce que cette image a été hégémonique, hein, et rentrée assez profondément, peut-être dans les inconscients de ceux qui se sont retrouvés. Sonny Laboutancy, cet écrivain congolais que je citais, a une très belle formule, d'ailleurs qu'il attribue à sa mère ou à sa grand-mère, je me souviens plus, qui lui aurait dit quand il était petit, ne te laisse jamais prendre, ne te fais jamais prendre dans le rêve des autres, ne te laisse jamais enfermer dans le rêve des autres. Et on pourrait dire, c'est l'histoire de la colonisation, c'est un peu ça, le rêve impérial de certaines nations qui ont pris des populations et des millions de personnes dans leurs propres rêves, qui les ont enfermés dans leurs propres rêves, dans leurs propres fantasmes, et donc dans des images. Et le travail des écrivains, ça pourrait être ça, on pourrait le dire comme ça, de casser, de libérer, eh ben, les gens de l'image dans lesquelles on les a enfermés, quoi. Donc écrire en kikuyu pour Ngugi wa Thiong'o, c'est ça. C'est trouver un contact intéressant, c'est qu'il va écrire dans le kikuyu de sa ville natale, puisque c'est une langue qui a beaucoup qui est moins stabilisée parce que qu'elle n'a pas été relayée par un État qui aurait homogénéisé la langue. Donc, il y a des versions kikuyu différentes suivant. Et il se trouve que les missionnaires, à l'époque, au 19e siècle, avaient traduit des Bibles, comme ils l'ont fait dans beaucoup de langues africaines, hein, traduire des Bibles. Et donc, eux avaient fait des choix en disant, voilà, ce sera ce kikuyu de telle province, là où nous, on a installé nos missions et là où on a mis nos presses missionnaires, qu'on va utiliser pour traduire la Bible. Et lui, Ngugi a dit, ben non, moi, j'écris dans la langue de là où j'ai grandi. Et donc, ce ne sera pas la langue qui avait été préparée ou pour l'écrit par les missionnaires. Et donc, c'est fidèle à son idée, c'est-à-dire j'écris depuis mon centre de gravité. Et puis après, ce kikuyu-là, il sera éventuellement traduit, et puis il circulera dans le monde, et puis aussi ce kikuyu-là, il va se nourrir de tout ce que j'aurais lu aussi de la littérature mondiale. Il explique que c'est pas du tout un enfermement identitaire
puisqu'il nous dit, voilà, le kikuyu, il faut en faire aussi une grande langue de diffusion, comme l'anglais ou comme le français ont été dans… Et le kikuyu, il faut l'enrichir de la lecture de Shakespeare, de toute la grande littérature mondiale. Et il a lancé un grand projet de traduction de la littérature mondiale en kikuyu. Donc c'est vraiment tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire trouver son point de vue et trouver son centre de gravité pour pouvoir, sans complexe, dire comment on voit le monde et dire comment on voit l'Europe et dire comment on voit l'Asie depuis l'Afrique, tout comme les autres ne se privent pas de le faire, quoi. Donc c'est tout comme les autres ne se privent pas à le faire. Et d'ailleurs, cela apporte une authenticité qui est une touche plutôt qui fraîche dans tout ce que nous faisons. Nous allons en parler pour terminer ce programme, ce premier rendez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter ensemble, à échanger ensemble, à profiter de cette expérience de Xavier Garnier, donc avec cette connaissance de la littérature africaine. Et par cette entrée, nous examinons notre société, nous examinons aussi notre identité, nous examinons aussi ce que nous voulons faire de demain, n'est-ce pas? Et on a parlé tout à l'heure du discours de Sarkozy, par exemple, pour ceux qui connaissent. Bon, je crois que ce sera l'objet d'une émission entière avec Xavier, d'analyser ce discours qui a vraiment beaucoup de connotations, en tout cas qui a fait pas mal de vagues et qui va continuer parce que c'est un petit peu comme ça et ça illustre justement ce que une lecture que je viens de découvrir de Liliane Thuram qui parle de la pensée blanche, parce que tout à l'heure quand vous aviez parlé, je pensais justement à la pensée blanche, parce que la pensée blanche, il ne faut pas la voir comme une pensée des blancs, des gens qui ont une peau blanche. C'est-à-dire que le problème est que la plupart des Noirs ont épousé la pensée blanche. C'est un petit peu ce que j'entendais à travers les propos de Xavier à l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons intériorisé les choses, nous regardons les choses de l'axe des autres, de l'axe impérial, parce que nous avons vu, nous le voyons à travers les dirigeants actuels de l'Afrique. En Afrique, beaucoup, en Afrique francophone notamment, ils sont devenus pires que les colons dans leur rapport à leur population, dans la manière de conduire les choses. Et ça me frappe aussi quelque chose que Xavier a évoqué tout à l'heure, c'est les écrivains s'appelaient la fratrie. C'est quand même dommage parce qu'on a remplacé cela aujourd'hui par des sectes, des francs-maçons, des rosicruciens, tout ce qu'on veut, qui ont gagné complètement l'Afrique. Et c'était étonnant parce que c'était une fraternité en fait par une littérature qui servait effectivement à nourrir l'imaginaire, parce que c'est par là où je voudrais qu'on termine cette émission, pour un petit peu donner un conseil aux parents, dire aux parents, aux adultes, hein, aux immigrés, à ceux qui sont en Afrique, dans les villages, comment se nourrir, comment se construire dans ce monde en mutation, en s'appuyant sur leurs acquis. C'est négligé. Mais avant que de laisser Xavier parler de cela, je voudrais donc rajouter de l'eau à ce moment-là, lui dire qu'effectivement, sa recommandation sur la question de l'usage, de ce qu'on est, de sa langue, dans l'art en général, c'est vraiment quelque chose que moi-même, j'expérimente. C'est-à-dire quand on est jeune, quand on est petit, on est aussi un petit peu comme ça, omnibulé par ces représentations du monde occidental. On pense qu'il faut être ça. Surtout que l'école fait très bien de nous construire dans une forme de norme comme ça, avec des référents qui ne sont pas nos référents. Mais quand on commence à vieillir, on s'assagit, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas authentique. Moi, je le sais puisque j'écris, je fais de la musique aussi, j'écris des chansons. Je me rends compte lorsque dans un texte écrit en français, par exemple, pour que ceux avec qui je communique puissent comprendre ce qu'on dit, mais je fais toujours maintenant, j'apporte beaucoup d'importance à y mettre au moins un couplet de ma langue maternelle, parce que c'est le seul moment où moi, en tant que Nana Ketcha, je parle aux gens. C'est-à-dire, et ça se ressent. Pas plus tard que dimanche dernier, j'ai encore eu tout ça se voit. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que même si les gens qui n'écoutent pas ce que je dis, et les mots qui ne connaissent pas les mots, ils disent, ça leur parle. Parce que je parle avec une authenticité, je chante ce refrain et avec tout mon être, et parce que c'est aussi ce que je dois apporter
à cette rencontre-là de ce que je suis. Nous ne venons pas toujours parler avec le langage des autres et qui n'est pas une forme de revendication. Je suis absolument d'accord avec ça. Il ne s'agit pas non plus d'une revendication sectaire, à penser que chacun doit se ghettoiser dans son coin. Hein. Je suis absolument d'accord avec la philosophie de Leibniz. Hein. On n'est pas une monade, hein. Ça emporte une fenêtre. Je vais dire que ce n'est pas, c'est au contraire. C'est pour, je comprends d'ailleurs cet auteur, comment il théorise très bien, ce auteur kenyan. C'est pour être meilleur à soi et aux autres. Parce que pour être bon aux autres, il faut commencer à être bon à soi-même. Il y a ce que j'appelle le syndrome des feuilles de feuilles de tarot, Xavier. Je ne sais pas si vous connaissez la feuille de tarot. C'est la même nature que les feuilles de macabo. Ça vous dit rien, les macabos, le tarot? Oui, de nom, mais je crois pas en avoir eu dans les mains ou dans le. Ça se cuisine, hein, c'est ça? Oui. Et ce sont des feuilles qui elles sont assez grandes et puis forment des tubercules, un peu comme des patates douces, mais c'est voilà, c'est un peu de la même nature. Voilà, j'ai l'occasion. En fait, les feuilles de tarot ressemblent à ça, mais un peu plus grand, en fait. Mm-hmm. D'accord? Ça là, est plus grand. Et j'appelle ça le syndrome des feuilles de tarot. Je manque Fukuro. C'est-à-dire que ne devenez pas les feuilles de tarot. Parce que les feuilles, la caractéristique de ces feuilles-là, c'est qu'ils recueillent de l'eau, mais ils versent toujours chez les autres, mais jamais à ses pieds. Donc, quand il grandit, il tale, et donc c'est ça. Donc, c'est un petit peu de ça qu'il est question. Et qu'est-ce que nous pouvons dire en sortant de cet entretien? Nous reviendrons, il y a beaucoup de choses à se dire, mais qu'est-ce qu'on devrait comprendre pour nous et aussi pour nos enfants, pour une Afrique qui doit aller à la rencontre des autres sans complexe? Puisqu'un jeune homme comme vous, à 22 ans, s'il vient découvrir que nous sommes riches et que nous-mêmes, nous méprisons cela, c'est un peu un problème. Ben, oui, peut-être j'en profite pour dire, je continue puisque voilà, je suis littéraire, j'adore la littérature, je crois à la littérature. Et par rapport à l'Afrique, je me dis la littérature, elle a vraiment cette, on pourrait la voir comme ça, on peut toujours la voir, la définir de mille façons. Mais une des façons, moi, qui m'intéresse, c'est de dire, et je pense que c'est quelque chose qu'ont partagé beaucoup des écrivains africains depuis bien longtemps, depuis l'origine presque, depuis que c'est de redonner ou de donner, mais de redonner dans un contexte où on leur a enlevé le sentiment de dignité et de fierté de ce qu'on est, quoi. Et le cas des langues est vraiment très symptomatique parce que Ngugi le dit, hein. À propos du Kikuyu, mais on pourrait le généraliser à propos de, et puis on pourrait le dire aussi en Europe ou en France à propos des patois ou des langues que parlent les gens. Beaucoup de gens sont pas fiers de la façon dont ils parlent. Ils en ont presque un peu honte. Ils vont dire, bah ouais, c'est pas vraiment une langue, c'est un vague dialecte. C'est comme ça que nous on parle entre nous, mais bon, on fera jamais des grandes choses avec ça. Et ça, on pourrait dire, la mission d'un écrivain, c'est dire, bah si, justement, la façon dont vous parlez m'intéresse beaucoup. Elle est formidable. Et d'ailleurs, je vais écrire avec ça. Et je vais faire une œuvre avec ça. Et c'est la magie de la littérature, finalement. Un papier, enfin, un cahier. Sonny Laboutancy, il écrivait avec des cahiers, sur des cahiers d'écoliers. Un cahier, un crayon. On écrit quelque chose et peut-être, alors c'est pas du loto, hein, mais malgré tout, il y a aussi que il est possible que ce petit cahier, ce crayon, ça coûte rien à part du temps et puis peut-être beaucoup d'expérience et de concentration, etc. peut devenir un livre qui sera traduit dans toutes les langues, qui changera la vision du monde. Enfin, il y a combien de textes? Le cahier d'un retour au pays natal, c'est un petit texte de 30 pages qui a changé le monde. Qui a changé le monde, hein. Et qui a redonné une dignité à des millions de personnes. C'est un texte extraordinaire pour ça, c'est-à-dire 30 pages qui fait l'itinéraire de quelqu'un qui a honte d'être martiniquais et à la fin qui affirme qui affirme la négritude comme un. Et ce petit texte, ce petit poème a changé la face du monde, on pourrait dire d'une certaine façon. Il a réussi à de rendre une dignité
à des millions de personnes à travers le monde. Et on pourrait dire que par rapport aux langues, c'est peut-être la même mission que s'assigne quelqu'un. Il y a un écrivain sénégalais qui, à la suite de Ngougi, est engagé actuellement dans le même combat. Il s'appelle Boubacar Boris Diop avec le Wolof. De dire, voilà, le Wolof, c'est pas simplement une langue utilitaire ou une langue de l'entre-nous, une langue dont on... Mais c'est une langue dans laquelle peut naître une grande littérature, c'est-à-dire une littérature qui sera lue par le monde entier et qui sera traduite dans le monde entier et qui feront quoi? Il a écrit ça dans cette langue qu'on pensait n'être que l'instrument pour parler entre nous, mais qui n'avait aucune valeur. Et donner une valeur à toutes les langues qui sont parlées dans le monde, c'est déjà, ne serait-ce que si c'était que ça la littérature, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Et parce que donner une valeur à toutes ces langues, c'est rendre la dignité aux gens qui la parlent. Et je trouve que ne serait-ce que ça justifie le fait que la littérature doit continuer à vivre. Je salue tous nos amis qui nous rejoignent. Nous sommes vers la fin de notre programme pour cette fois-ci. Nous reviendrons parler de beaucoup d'autres choses, de l'impact, de l'apport, de la nécessité même de la littérature dans, voilà, dans le monde, dans l'Afrique que nous voulons construire, parce que c'est aussi une Afrique où on a besoin de leaders, je disais une fois de plus, où chacun dans son domaine de l'Afrique a besoin de leaders. Il faut des gens qui prennent leurs responsabilités, les gens qui veulent que les choses changent. Et certains ont souvent l'impression, je suis absolument ravi, ce soir, je suis le premier à m'être délecté de ces belles paroles, parce que certains, quand on parle littérature, ils pensent que c'est quelque chose comme ça, c'est abstrait, c'est des beaux mots, ils ne savent pas que ça a une véritable fonction, non seulement cathartique pour l'individu, mais pour la société. Et c'est aussi quelque chose qui nous fixe dans une identité et qui raconte le monde de notre point de vue, et qui crée des rapports de force, nous l'avons dit ce soir. Je salue Germaine Chantal et Dominique Kéou, vous qui allez nous regarder comme nous ne sommes pas là. Nous l'avons fait aussi cette émission pour vous. Nous ne la faisons pas très longue pour que vous puissiez vraiment écouter, parce que je sais que nous avons souvent un peu l'esprit paresseux quand, oui, ça arrive, bien sûr, quand des choses ne nous flattent pas beaucoup. Parce que aussi, c'est le travers de ce que nous avons dit en début. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que nous, c'est un peu ce qu'on avait reproché à Senghor d'ailleurs, l'émotion nègre. On nous a peut-être fait croire, non, c'est surtout danser, on sait surtout s'amuser, justement. Voilà pourquoi on disait que les contes, la littérature africaine, c'est plutôt les contes. Voilà, c'est simple. En quelques mots, c'est réglé et on rit à la fin, c'est bon. Mais bien sûr, on est ravis d'avoir les contes, bien sûr, mais on n'est pas que ça. Et donc, c'est pour ça que je vous souhaite, lorsque vous allez nous écouter, de partager aussi dans d'autres réseaux pour que vous puissiez vous amuser avec des choses peut-être plus marrantes, mais ces genres de propos, ce genre d'émissions qui peuvent vous paraître un peu quelque chose d'ennuyeux, bon, ouais, vous faites aussi avec, parce qu'il faut tout cela. Prenez le temps, je vous remercie, et on ne le fait pas très long pour que, même en faisant la cuisine, en nettoyant, en faisant, je sais pas, vous puissiez l'avoir rien qu'à l'oreille et participer avec nous à l'édification de cette société africaine qui veut former des acteurs. Et ces acteurs, c'est pas forcément les dirigeants, c'est ce qu'on nous sommes toujours dit, c'est pas forcément ceux qui gouvernent, c'est vous, c'est moi, c'est chacun dans son domaine qui doit faire que l'Afrique gagne. Germaine Chantal, Hortense Vianzeux, je vous salue, Yohan Franklin Bayou, Boyo, effectivement, tous ces habitués qui sont toujours là. Serge Bronconana, merci pour tous ceux qui partagent dans les différents canaux. Salomé Tchapteliankap, merci d'avoir élargi un peu l'horizon pour que ceux qui savent qu'on est là puissent s'abonner et en une cloche qui vous signale lorsque nous sommes en live. Je vous rappelle que ce vendredi, je reviens avec Kani Kouyaté. On va faire une incursion en Guinée, pas simplement en Guinée, mais aussi dans toutes ces aires géographiques où la question de l'excision se pose avec acuité. Et comme vous le savez, c'est aussi parce que nous avons une méconnaissance même de notre culture que nous l'interprétons très souvent d'une certaine manière qui est absolument erronée. Mais nous pensons que c'est ça qui est notre culture. Non, non, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui nous aide à ne pas nous fourvoyer autant? C'est la littérature.
une fois de plus. J'espère que vous, à travers ce programme, vous aurez compris la nécessité de vous intéresser à la littérature africaine et surtout d'encourager vos enfants, d'encourager vos entourages à discuter souvent entre vous. La littérature africaine, c'est aussi ça, savoir en débattre. Vous aviez échangé, faire à l'africaine, c'est-à-dire que, voilà, prendre des sujets, parler de soi aussi, que de parler, parce qu'il y a aussi un problème, c'est que quand la plupart des Africains, quand ils se rencontrent, c'est pour parler de l'Occident, c'est pour parler de ce qu'ils admirent chez les autres, c'est ce que les Américains font ceci, et ils oublient toujours de parler des belles choses qui ont été faites sur le continent, mais aussi qui continuent à être faites. Il y a des belles choses qui se font, et il faut le mettre cela en lumière. On continue la conversation ou on... Oui, non, on continue. Je vous laisse quelques minutes pour conclure. C'était justement pour... Je veux bien conclure sur ce que vous venez de dire, parce que c'est aussi une chose très intéressante, ça. Si on compare la vie littéraire en Afrique, la vie de la littérature en Afrique, peut-être avec, alors puisque moi je suis en France, je sais pas où tout le monde est là, mais avec ce qui se passe en France, où la littérature est devenue un petit peu quelque chose qui se passe au-dessus de la tête des gens. Où voilà, il y a la grande littérature et où on aborde des grands sujets, etc. En Afrique, il y a toute sur le continent, et là ça dépend, il faut voir d'un pays à l'autre. Mais il y a beaucoup de pays où il y a une véritable littérature, alors qu'on appelle, c'est un terme que j'aime pas trop, mais qu'on appelle une littérature populaire, qui se vend beaucoup, qui circule beaucoup, qui s'échange beaucoup, qui est aussi dans la rue, avec des figures souvent des femmes d'ailleurs qui écrivent, qui sont et beaucoup de littératures qui s'écrivent, je pense à une littérature qui s'écrit en Hausa, une littérature qui dans des langues africaines de grande diffusion. Et cette littérature qui a une véritable vie, c'est une littérature qui est insérée dans les questions que se posent les gens. C'est-à-dire une littérature, on pourrait dire, et c'est pas du tout une façon de la minorer, parce qu'au contraire, c'est sa grandeur. Une littérature qui est prise dans les débats des questions d'argent, de comment survivre quand on a un salaire ou quand on est obligé de cumuler 2-3 métiers, des questions de vie familiale. Comment est-ce qu'on peut maintenir une cohésion familiale quand il y a autant de problèmes qui se posent dans la vie urbaine et donc une littérature qui est en prise avec des questions quotidiennes. Et cette façon d'avoir une littérature, alors il y a des termes qu'on utilise en anglais, je ne sais pas trop comment on traduit, grassroots literature, c'est-à-dire une littérature qui est au ras de la vie des gens et donc qui hérite de débats qui sont tout le temps partout entre les gens et qui qui sont des lieux de rencontre. On met dans un petit livre ou dans toutes les positions qui sont toutes valables les unes les autres, mais qui sont incompatibles. Donc cette façon d'aborder aussi la vie de la littérature par rapport à la complexité de la vie. Je pense que peut-être, ça c'est aussi une vision peut-être un peu idéaliste que j'ai, mais je crois que quand même il y a quelque chose. Que ce qui se passe sur le continent africain a toujours eu des longueurs d'avance par rapport à l'Europe. Moi je parle depuis l'Europe, je sais pas pour l'Asie, ou que si on veut savoir ce qui se prépare ici en Europe, enfin là où je suis moi en ce moment, il faut regarder un petit peu ce qui se passe en Afrique. Et donc les débats, je pense un cas caractéristique, c'est la dette. La dette, on en parle en Afrique depuis les années 70. Et maintenant, on en parle en Europe, 50 ans plus tard, quoi. Donc, on est rattrapé en Europe sur cette question de la dette, sur lequel tant de choses ont été débattues, tant de choses ont été dites, et y compris relayées par la littérature. Hein. C'est des questions qui sont partout. Donc, voilà, c'est une belle façon de conclure notre entretien, cette question parce que ça change beaucoup la façon dont quand on se représente la littérature quand on est, alors moi j'enseigne à la Sorbonne, etc. Et c'est une manière d'entrer dans les questions littéraires qui est pas tellement familière, parce que l'Académie française, parce que la panthéonisation des grands écrivains font que on a l'impression que la littérature est au-dessus de tout ça, de toutes ces questions de vie quotidienne, etc. Alors que quand on va voir un peu quelle est la véritable vie,
et y compris finalement en Europe, et les véritables enjeux qui animent les poètes et les écrivains, avant qu'ils soient panthéonisés et édités par des grands Gallimards, etc., ils sont aux prises avec des questions quotidiennes, des questions d'amour, des questions de rapport aux gens qu'ils aiment, aux métiers qu'ils aiment, aux activités qu'ils aiment, etc. Eh bien, c'est plus visible peut-être dans la vie littéraire en Afrique parce que le livre est d'une certaine façon moins relayé par des institutions, des académies, et donc le livre a sa vie propre, et donc à sa circulation propre. Il y a des histoires que j'aime bien raconter. C'est un ouvrage qui a été fait sur la littérature Hausa. Donc, la langue Hausa est une langue qui est transfrontalière, donc entre le Nigeria et le nord du Nigeria et beaucoup de pays autour. Et il y a des grandes figures de femmes, de romancières qui ont leur vie de femme et leur activité sont importantes, mais qui par ailleurs écrivent aussi, mais qui sont pas connues, sauf par les gens qui les lisent. Et qui expliquait que notamment c'était des vedettes, enfin certaines de ces autrices qui écrivaient comme ça quand elles avaient le temps et les livres faisaient leur chemin, étaient connues quelquefois à plusieurs centaines de kilomètres. Et des gens venaient les rencontrer dans la concession, dans la cour où elles travaillaient avec le linge ou à préparer, ou à travailler avec les enfants, etc. Pour leur parler ou pour les remercier d'avoir ou pour éventuellement leur parler aussi des personnages en essayant de leur dire oui mais tel personnage tu l'as fait mourir, il faudrait quand même, ce serait dommage et donc une vie littéraire qui est vraiment aux prises avec les gens, avec les préoccupations qu'ont les gens et qui se fait avec les grands débats et les grandes discussions qu'on peut avoir tous les soirs avec des amis. Et finalement, est-ce que c'est un problème c'est au contraire, moi je pense, une richesse. C'est une chose que aussi j'ai remarqué, enfin dans les contacts que j'ai, les séjours que j'ai pu faire, le fait qu'on arrive, quand on discute avec des amis en Afrique, on parle effectivement beaucoup de choses qui se passent hors d'Afrique, en fait. Alors, beaucoup de choses de ce qui se passe aux États-Unis, qui se passe en Europe, qui se passe en Inde. Et en France, c'est beaucoup moins. On est beaucoup plus obsédé par la vie politique française, etc. On est beaucoup plus enfermé dans notre microcosme. Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'est le signe du fait que je suis pas si sûr. Enfin, on peut le voir dans les deux sens. On peut se dire oui, si finalement on parle beaucoup de ce qui se passe hors d'Afrique, en Afrique, c'est qu'on on n'a pas trouvé son centre de gravité, mais peut-être qu'au contraire, on pourrait se dire parce que justement, en fait, dans la vie, eh ben, on a fait ce que Ngugi voulait pour la littérature, c'est-à-dire qu'on a trouvé un point de vue sur le monde. Vrai. Alors que finalement, en France, on est peut-être enfermé dans nos histoires avec Macron, etc., où on ne parle que de ça. Peut être ça. Pourvu que ce ne soit pas fait au détriment de ce qui se passe en Afrique, c'est simplement cela. C'est-à-dire qu'on peut, je trouve ça absolument intéressant. Moi, je suis vraiment un partisan de l'universel d'ailleurs, et je pense que plus on est mieux nourri de ce qu'on est, mieux on est capable de s'ouvrir aux autres. Je souhaite juste que l'Afrique ne s'intéresse pas au monde entier au détriment d'elle-même. C'est ça qu'il faut regarder et vérifier en tout cas. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Là, ça dépend. Je suis d'accord que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est une bonne question parce que le risque, ce serait parce que ça, c'était la position d'un certain nombre d'auteurs et c'est une tendance aussi politique qui peut être. Alors là, je ne sais pas quel est votre point de vue et le point de vue des gens qui sont avec nous là, mais moi, politiquement, je serais pas de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est un peu la tendance ce qu'on appelle, on a donné un nom qui est compliqué parce qu'il y a des gens très intéressés là-dedans, qu'on appelle l'afrocentrisme. De dire, voilà, l'Afrique ne va s'intéresser qu'à l'Afrique d'abord. Alors, ça va non, je ne partage pas non plus ce point de vue. Pour se retrouver vraiment elle-même, et ensuite, peut-être que dans un siècle, on s'intéressera au reste du monde. Non, je pense pas. Je pense que c'est dangereux parce que là, on est. Je suis pas sûr qu'on ait besoin. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de ce réductionnisme-là, parce que c'est aussi se réduire. C'est simplement valoriser ce qu'on est, c'est-à-dire que on peut aimer les autres tout en aimant ses frères. Le problème, c'est quand on aime les autres sans aimer ses frères. Voilà, on n'est pas obligé de se replier juste sur ses frères pour découvrir l'amour, pour vivre l'amour de ses frères. C'est simplement de dire qu'on ne peut pas, ne piétinons pas nos frères, mais aimons les autres, mais ne négligeons pas ce que nous sommes.
Moi, Tout je à ne fait. pense pas que… Je suis pas partisan, moi non plus. Hmm. En tout cas, c'était absolument riche et on se dit bien à bientôt pour poursuivre D'accord. cette belle conversation. Quand vous Et voulez. peut-être encore une dernière chose, parce que généralement c'est celui que j'invite qui parle en dernier, parce que moi je vais m'arrêter là. Et je donne donc rendez-vous aux uns et aux autres vendredi. Vendredi, nous sommes avec Kani Kouyaté. Nous allons parler de l'excision. Nous allons commencer cette série avec elle. Nous retrouverons Xavier, bien évidemment, dans les prochains jours, quand la disponibilité sera. Nous retrouverons notre psychiatre lui aussi la semaine prochaine hein, pour parler. Je pense que je parlerai notamment du traumatisme du viol. Voilà, il y a une recrudescence de pédocriminalité aussi dans nos sociétés, dans nos villages. Et nous allons retrouver les nutritionnistes, en tout cas, comme vous le savez, abonnez-vous. Tout ce que nous partageons ici, c'est ce qui devrait nous aider à être des meilleurs nous-mêmes. Merci encore à Xavier et en vous laissant conclure, je voudrais quand même remettre une petite couche ou bien souligner peut-être ce que vous avez dit sur la nécessité de l'implication du littéraire, de l'auteur, une écriture qui est ancrée dans le réel, dans le vécu, qui n'est pas du tout dérisoire, de s'intéresser au vécu des gens, au concret des gens, et d'ailleurs l'art en général. Je développais une autre fois justement l'idée selon laquelle, pour moi, un artiste est forcément engagé, parce que un artiste est forcément quelqu'un qui décrit, qui peint, qui est une société. Et cette société, il ne peut que l'avoir d'un point de vue critique. Et voilà. Mhm. Oui. Oui, moi, je peux conclure sur cette idée-là de la littérature engagée. Peut-être, mais justement, depuis l'Afrique, on peut pas redéfinir, mais montrer qu'est-ce que ça veut dire par rapport. Il y a eu une grande époque où on parlait de littérature engagée, où ça laissait entendre, dans les années 50, hein, à l'époque du marxisme, etc., littérature engagée, quelquefois, ça voulait dire aussi qu'on était engagé auprès d'une idée, d'une idéologie et qu'on se battait pour un camp. Et c'est peut-être qu'on peut le comprendre autrement maintenant, engagé auprès des gens pour partager leurs problèmes. Sonny Laboutancy, que j'ai cité plusieurs fois, il avait une belle expression, il disait « Je suis pas un auteur engagé, je suis un auteur engageant ». Je suis un écrivain engageant. Non, je suis un homme engageant. Voilà, je ne suis pas un écrivain engagé, je suis un homme engageant. Et on peut le comprendre comme ça. Je suis un homme qui est avec les gens. Et lui, il vivait vraiment dans son quartier de Brazzaville, un quartier populaire de Brazzaville, etc. Alors qu'il avait à la fin de sa, disons, avant de mourir, un rayonnement extraordinaire international, il était d'abord le Sony du quartier avec lesquels les enfants jouaient, etc. Et donc, ce souci de partager la vie des gens et les problèmes des gens. Donc, engager auprès des gens, ça veut dire voir le monde depuis les problèmes des gens. Et là, à ce moment-là, effectivement, on fait une littérature qui est une littérature carrefour, parce que au problème, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire voilà la solution, voilà la solution, voilà la solution. L'écrivain, il sait pas. Et il écoute tout le monde. C'est une sorte d'éponge, enfin, on pourrait le voir comme ça, qui dit ah oui, lui, il dit que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Ah oui, mais elle dit que c'est comme ça. Et puis le petit gamin, là, il me dit c'est comme ça. Bah, là, à ce moment-là, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un roman. Je fais un roman qui va être un lieu de rencontre de toutes ces solutions qui sont miracles ou pas miracles. Mais, donc peut-être aucune n'est la bonne. Mais par contre, s'il les met ensemble, eh ben, il va naître quelque chose qui va peut-être faire une résultante, quoi, qui va aider à sortir du problème, ou en tout cas à sortir alors qu'il en apportera d'autres, mais d'avancer, à aller de l'avant, quoi. Donc, effectivement, littérature engagée, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je le définirais comme ça pour le moment. En tout cas, je me dirais, ben, du point de vue des écrivains africains, c'est peut-être comme ça qu'ils ont vu la question de l'engagement et être avec les gens et non pas leur apporter des solutions idéologiques toutes faites, quoi. Merci Xavier, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tout C'était le monde. fantastique. Merci. Au revoir. Bonsoir chez vous. À bientôt également à vous qui êtes en ligne. À bientôt. Merci encore.